Pascal Egon du jardin Clairbois à Brie dans le Cotentin. Au départ, ici, c'était que des champs et un tout petit bout de forêt de Brie. Au début des années 60, mes beaux-parents étaient pratiquement en retraite de la marine, donc ils ont pu commencer à voyager. Ils sont partis en Angleterre et ils ont ramené quelques plantes de terre de bruyère, entre autres des rhododendrons. Et c'est ainsi qu'est née proprement dit, la passion pour les plantes de terre de bruyère. Ils ont planté ces rhododendrons, ils ont vu qu'ils se plaisaient bien et du coup ils ont énormément planté, se sont passionnés pour d'abord les rhododendrons et puis toutes les plantes autour. Et très rapidement rejoint par mon mari Christophe, qui s'est passionné de très bonne heure pour ces plantes. Et là, ils ont continué à planter avec plus de précision, disons, en cherchant la petite rareté ou la plante peu commune. Ce premier jardin, on l'a appelé le jardin des hybrides. C'est un jardin qui a été créé il y a 20 ans. Pourquoi le jardin des hybrides? Tout simplement parce que mon mari, en le créant, a émis énormément de créations des jardiniers. Que ce soit des vieilles variétés comme certains rhododendrons qui datent de 1810 ou des variétés beaucoup plus récentes qui datent des années 2000 à peu près. Et dans ce jardin, il a mis en scène donc la création des autres en essayant de respecter le plus possible la nature. Vous allez voir la strate naturelle. Tout pousse ensemble. Pendant 10 ans à peu près, on ne s'en occupe pas vraiment, on a juste maintenu les distances de plantation pour faire un jardin qui ressemble le plus possible à un coin de nature. Je vais vous proposer d'aller vers le second jardin. Alors voilà, là nous sommes dans le jardin des espèces. C'est un jardin tout jeune parce qu'il n'a que 4 ans et dans ce jardin, nous avons pour l'instant planté 280 plantes botaniques qui viennent des 5 continents. Ici, on a des rhododendrons à grandes feuilles. C'est ce qui fait toute la particularité de ce jardin parce que ces plantes, pour s'épanouir, ont besoin d'une lumière tamisée. Donc, on avait la chance d'avoir déjà un jardin, disons un terrain planté de mélasse du Japon depuis une quarantaine d'années. Donc, ça nous a bien servi pour pouvoir mettre ces plantes parce que au soleil, elles se portent mal, au vent elles se portent mal. Les rhododendrons à grandes feuilles comme ça deviennent des arbres. Dans leur pays d'origine, ce sont des arbres et sont souvent des emblèmes même de leur pays d'origine. Comme le Sichuanense qu'on va pouvoir voir dans le 3e jardin, c'est l'emblème du Sichuan. Ou Arboreum, qui a un autre qui avait des feuilles un peu plus petites, mais qui est l'emblème du Népal. Et ici, il manque peut-être un petit peu de fleurs pour l'instant, donc on va faire en sorte de mettre aussi des rosiers botaniques parce qu'il y a beaucoup de rosiers qui se plaisent dans la terre acide, quoi qu'on en pense, et il faut les mettre en avant. Donc c'est notre but aussi, c'est mettre en avant toutes les plantes de terre de bruyère au niveau botanique. Pour plusieurs raisons. La première raison parce qu'elles sont belles tout simplement et la deuxième raison parce que c'est une façon pour nous de conserver et de préserver ces plantes. Elles sont très peu connues en France ou même en Europe et c'est quand même intéressant d'avoir un endroit où on peut les admirer et où il y a une personne compétente pour pouvoir les multiplier. Et ça c'est très important parce que ça permet à pas mal de gens de se procurer ces plantes alors que ce serait impossible dans un autre cadre. Alors oui, je vais vous proposer d'aller dans le 3e jardin. Donc c'est le jardin où vous allez voir les plus gros spécimens de plantes de terre de bruyère parce que c'est le plus ancien. Il a été commencé en 1964 par mes beaux-parents. Alors là, on est dans le jardin forestier. C'est le jardin donc, qui a été créé au début des années 60 et mes beaux-parents ont décidé d'éclaircir un petit peu ce bois et de planter dedans des plantes de terre de bruyère, tout simplement parce qu'un jour en allant en Angleterre, visiter les beaux jardins anglais, ils ont acheté quelques rhodos, ils se sont aperçus qu'ils se plaisaient bien et du coup ils se sont passionnés pour ce genre de plantes. Mes beaux-parents, avec l'aide de mon mari, ont tout déblayé et après ils ont tracé les
des allées et de ces allées sont nés des massifs qui n'existaient pas. Et à partir de là, ils ont continué à planter, et ça jusqu'en 2007. Mon mari et moi, nous avons essayé de domestiquer la nature en la confinant dans les massifs, en faisant en sorte que ce soit le plus naturel possible. Et au fait, ça donne des tableaux qu'on n'a pas l'habitude de voir, avec des grands spécimens sous des chênes et des hêtres ou des sapins. Et dans la nature, c'est comme ça aussi. Les grands arbres ont toujours protégé les plus petits pour qu'ils poussent. Et puis un jour, les grands arbres meurent et puis ceux d'en dessous prennent la place. Et c'est comme ça, ce sera toujours comme ça dans ce jardin. Et c'est ça qui fait l'enthousiasme au fait des jardiniers. Je pense que ça vient de là. De beaucoup. C'est que c'est tout en mouvement. C'est jamais figé un jardin. À moins qu'on veuille en faire un mausolée, ce qui serait franchement dommage. Enfin, en tout cas, moi, j'ai ce sentiment de ne pas vouloir être comme les autres. Et ici, au milieu de la nature, qui nous domine, parce que la nature, c'est elle la plus forte. Et moi, je trouve ça, on devient humble au fait. Humble. Et ça, c'est très important. On remet les choses en question. Tout le reste, disons que c'est du blabla. Tout ce qui se passe autour, ça n'a plus aucune importance ici. L'importance, c'est la nature, ici en tout cas. Au milieu des bois, on se dit la nature, elle est belle, elle se régénère toute seule, elle est forte, elle est puissante. On devrait peut-être en prendre quelques leçons.